Bon les mecs, il faut parler maintenant d'une chose, il faut parler de la place des joueurs dans la NBA et leur contrat. C'est quand même le système américain, le système de la NBA, c'est quand même quelque chose d'unique par rapport aux autres sports. Alors évidemment en France, on parle beaucoup de football, on parle beaucoup de la considération des joueurs et le fait que les joueurs soient beaucoup plus puissants que leurs équipes. Or là en NBA, on a l'impression que les rôles sont complètement inversés. Totalement. Totalement. Après, il faut également parler du modèle socio-économique américain aussi, parce qu'il y a un point culturel qu'il faut également prendre en compte, où on encourage justement les gens à entreprendre et à devenir propriétaires de leur activité. Et justement, cela est valorisé par la culture américaine. Totalement. Cependant, c'est que là, dans ce système fermé qu'est la NBA, parce que c'est un système qui est fermé, le clivage propriétaire-joueur est quand même très fort. Nous, quand on voit les publicités, les annonces de transferts et même des salaires des joueurs, on est souvent très impressionné par les chiffres qui sont mentionnés. Pas de souci. Mais quand on regarde l'arrière de la boutique, c'est là où on comprend. On peut maintenant comprendre pourquoi également les joueurs puissent se plaindre. Bien sûr. Notamment les différents cas de lockout qu'il y a eu. Cas de lockout, ça montre déjà qu'il y a un désaccord permanent, parce que il y en a eu 4 en plus de 20 ans, donc c'est permanent en fait, c'est pas quelque chose qui arrive une fois. 95, donc c'est 95 le premier, après il y en a eu un l'année d'après, 98, après ça s'est calmé, et après 2012-2013 avec l'explosion des droits TV qui ont en fait ça a ramené une négociation et il y a eu encore des désaccords. Après quand même ils ont des beaux contrats actuellement. Ils ont des beaux contrats. Je trouve aussi que on laisse plus de place aux joueurs qui ne sont pas stars de l'équipe en termes de contrat. Parce qu'avant, par exemple, Michael Jordan, je crois qu'il y a une année, il prend 32 millions, mais salary cap, il est à 40 millions. Le mec, il prend tout. Maintenant, t'es plafonné à 35% du salary cap. Donc, il y a des règles pour qu'il y ait un partage de l'argent entre les joueurs. Donc, moi, je trouve quand même qu'il y a eu des améliorations en termes de contrat NBA. Ils ont mis des petites règles pour on va dire, pour aider les franchises à garder les joueurs, parce que moi je trouve ça c'est quelque chose de bien que les joueurs gardent, que les franchises gardent leurs joueurs. Ça évite déjà des réunions, enfin il y en a eu des réunions de ça, mais ça évite quand même beaucoup trop de mouvements que des joueurs, qu'une franchise ait un symbole en tant que joueur. Donc pour moi ça avantage un peu les franchises, ça les protège, les franchises. Donc oui, je suis d'accord. Il y a ce clivage avec les propriétaires et la ligue d'un côté et les joueurs de l'autre. Donc on veut protéger les franchises, mais je trouve aussi qu'elles ont besoin d'être. Moi, je vais parler des petits marchés. T'as un petit marché, c'est difficile de garder un joueur. Donc c'est une règle pour moi pour les petits marchés, parce que tout le monde a envie d'aller aux Lakers, à Boston. Parce que c'est des places fortes. Voilà. Basketballistiquement et économiquement. Et médiatiquement, bien entendu. Médiatiquement, on sait que les joueurs américains ont envie d'être exposés médiatiquement. Le meilleur exemple, même si c'est un peu plus actuel, c'est Kevin Durant. Quand il va aux Nets, évidemment que c'est parce qu'il va rejoindre la ville de New York. Donc ça aide à développer sa marque et son média. Et donc c'est pour ça aussi que il y a un côté où il y a toujours un côté business derrière, ou même LeBron qui va à Los Angeles. Alors là on va loin jusqu'à Kevin Durant. Déjà la grève de 98-99, il y a le contrat de Kevin Garnett, 126 millions de dollars sur 7 ans avec les Wolves de Minnesota, qui correspond à ce que tu dis par rapport à un petit marché, parce que Minnesota n'est pas une terre attractive comme le Texas ou la Californie. Donc pour retenir les mecs et notamment les joueurs majeurs, il faut mettre de l'argent sur la table. Il y a aussi Robertson avec Milwaukee, un contrat de 10 ans quand il signe à Milwaukee. 10 ans. Mais de combien? Tu connais à peu près le montant? C'était 60? Non, il me semble que c'était un gros contrat, plus de 100 millions il me semble. Ah ouais quand même. Ouais, parce que c'est des petits marchés quoi. C'est ça, donc ils n'ont pas le choix. Après ce qui est à contrario de ce que tu dis au niveau de ce qui est bien par rapport aux propriétaires, c'est que les joueurs malheureusement ils sont à la merci aussi des franchises. Parce que là, je parlais plutôt du quotidien d'un joueur. Les franchises ont le pouvoir de te trader à n'importe quel moment, si et seulement si dans ton contrat, tu n'as pas de clause comme quoi de non-contrat. Carmelo Anthony l'avait justement au Knicks, de pouvoir, si tu veux me trader, j'ai le droit dans ma clause comme quoi je refuse le trade. Donc je reste à New York. Et 98% des joueurs NBA sont à la merci justement des franchises. Et puis même, quand tu vas au-delà même de ce côté économique, c'est aussi les équipes nationales.
les joueurs, c'est un des rares sports où les franchises peuvent refuser que leurs joueurs aillent en équipe nationale. Exactement. Donc ça montre quand même la surdomination des franchises NBA et le fait que les joueurs soient à ce point-là à la merci limite et leur avenir en NBA. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui les joueurs essaient de plus en plus d'avoir de place et on l'a vu au cours de l'histoire qu'ils n'ont pas souvent gain de cause. Mais ce qui est vrai, c'est que les joueurs, ils sont ils peuvent avoir un avenir qui est hyper précaire, quoi. Alors cet avenir-là, justement, cet avenir-là a joué fort parce que la NBA finale 2010, Lakers Celtics, au niveau des droits TV, ça explose. Je crois que c'est l'une des finales avec la finale 2013 qui va ramener énormément d'argent pour la NBA. Et en effet, pourquoi je parle de 2010 ? Parce qu'en 2010, il y a LeBron James The Decision. Ouais. The Decision, où beaucoup d'entre nous, on a observé cette période-là où LeBron James appelle la télévision nationale pour pouvoir dire clairement à la télévision nationale. Sur ESPN, ouais. Exact, en ESPN, je signe au Heat de Miami. Et ça change tout le visage de la NBA. Les critiques médiatiques et également amener mes talents à South Beach. Exactement, exactement. En VF. Exact. Mais il faut également mentionner, c'est que les joueurs se sont rassemblés avant justement de pouvoir se signer au Heat avec Chris Bosh et Dwayne Wade qui sortent tous de la même draft en 2003. Leur contrat rookie prolongé à la suite, et 2010, ils sont tous en fin de contrat. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ils se rassemblent tous pour décider de leur avenir. De leur avenir. Et là, ça change tout. C'est une révolution. Mais moi, je suis partagé. Vraiment, je suis partagé parce que déjà, je suis fan des Bucks. C'est un petit marché. Donc, oui, c'est un petit marché. T'arrêtes avec tes trucs, là. Et donc, en fait, s'il n'y a pas cette protection des franchises, une franchise comme Milwaukee ne peut pas vivre. Là, par exemple, on peut offrir un super max à Giannis. Et là, ce qui fait qu'on peut offrir ce super max à Giannis et pas une autre franchise, c'est parce qu'il y a des règles actuellement en termes de négociation de contrat qui font que on peut le signer déjà 5 ans. Les autres franchises ne peuvent pas le signer 5 ans, ils peuvent le signer que 4 ans. Et on peut le signer avec des hausses par année beaucoup plus fortes, je crois de plus 8% par rapport aux autres. C'est les lois Bird. Les Bird Rights. Et à la différence, je te coupe 2 secondes, à la différence par exemple de la mentalité française, c'est qu'aux États-Unis, on pousse presque les joueurs à essayer de toucher le maximum d'argent parce que c'est un signe de réussite, alors que peut-être en France, on se dit, il fait plutôt le choix du cœur d'aller dans sa franchise, d'être payé moins. Non. Aux États-Unis, c'est plus tu touches d'argent, plus tu réussis, et donc tout le monde t'applaudit en disant putain, t'as pris un super contrat. C'est vrai, mais ça en effet, ça c'est très culturel, c'est très rattaché à la société anglo-saxonne. Mais donc c'est pour ça que justement que c'est d'autant plus valorisant pour ces petits marchés qui arrivent et qui peuvent mettre un super max. C'est parce que justement, on sait que dans la mentalité, c'est bien de toucher un maximum d'argent parce que c'est signe de réussite, et donc ça donne la possibilité de regarder un peu dans le blanc des yeux les petits marchés avec les gros marchés. Et aussi. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Damas, par rapport au fait qu'on peut être tradé à n'importe quel moment. Ouais, bah oui. Et moi, je trouve qu'il y a un paradoxe, je trouve. C'est, on sait que dans le sport américain, on sait que le bien-être du joueur est fortement lié à ses performances sportives. En fait, quand on peut trader quelqu'un à n'importe quel moment, c'est difficile à vivre au final. Bien Donc sûr. c'est vrai qu'il y a un paradoxe parce qu'on sait que les Américains aiment ça, que quelqu'un soit bien dans sa tête pour pouvoir performer. Donc c'est vrai qu'il y a ce paradoxe. C'est pas un problème facile en fait. C'est parce qu'il y a d'un côté on veut protéger les joueurs au niveau du bien-être, et d'un côté on veut protéger des petits marchés en fait. Exact. Mais c'est bien ce que tu me racontes là. Petite anecdote. Pat Riley, training camp. Je ne sais plus quelle est l'année, mais c'est l'année où encore James Wade et Bosh sont présents. Il réunit tout son staff, tous ses joueurs, tout son effectif, ainsi que leurs femmes et leurs enfants à 1h du matin. Donc le mec, il est brodé basket, hein. Pat Riley, on parle de Pat Riley. On va pas revenir là-dessus. On est d'accord. On en parlera sans doute plus tard. Et le mec, il dit quoi au cours de ce mini rassemblement ? Mesdames, écoutez, avec les enfants qui pleuraient, hein, il est 1h du matin, hein, donc des jeunes, des nourrissons. Hein. Il est fou. Écoutez, mesdames, tout ce que vos maris demanderont, vous direz oui. Vous direz oui. Ça veut dire quoi ? C'est que la NBA s'imprègne même dans le cadre familial. Et ça imprègne tout. C'est même fou. En fait, on veut faciliter le trade. On facilite le trade parce que si la famille n'est pas d'accord, le joueur il est bloqué. Donc dans ces cas-là, on peut pas parler de bien-être. On parle que de bien-être quand c'est dans leur intérêt.
quand c'est de leur intérêt. Il y a des joueurs comme ça qui ont subi Derrick Rose. Derrick Rose, par exemple, quand il quitte Chicago, et on le voit en direct parce qu'il y a un documentaire et on le voit, et c'est hyper poignant. Ceux qui l'ont pas vu, c'est quelque chose à voir parce que il parle de Chicago comme vraiment il l'a dans le cœur, et c'est poignant à voir. Et on le voit pendant une de ses interviews face caméra, il est stressé, il attend un coup de fil de son agent pour pouvoir partir ou non au Knicks. Oui. L'agent l'appelle, il lui dit bon c'est bon, je te dis dans quelques heures ça va être annoncé officiellement, il est tradé au Knicks et t'es tradé au Knicks, et là on le voit éclater en larmes, et son agent dit tout de suite wow, genre tu te reprends, tu joues à la Mecque, tu joues au Knicks, genre tu arrêtes ça et tout, et ils s'en foutent du bien-être, de Derrick Rose. On n'est pas là pour ça. Pour l'argent, business. Et c'est pareil aussi avec Isaiah Thomas quand il est parti des Celtics pour aller jusqu'aux Cavs. Le mec était considéré comme vraiment le symbole, le chouchou le leader du public des Celtics cette année, bien sûr. Mais moi, et on casse tout. C'était cassé, et il est parti, et depuis, ça n'est plus remis. Donnons plus de pouvoir aux joueurs. Mais là, on va tourner dans une NBA qui va jouer entre quelques franchises. Il y aura des franchises qui ne pourront plus garder leurs joueurs. Tous les petits marchés ne peuvent plus garder leurs joueurs. Tout dépend si jamais ces joueurs veulent rester dans leur petit marché. Giannis Antetokounmpo, il a répété qu'il voulait rester au Bucks. Tout le monde n'est pas Giannis. Surtout les Américains, ils grandissent avec ce côté un peu médiatique. Ils ont envie d'être aux Lakers. Ils ont envie d'être. Je suis désolé pour toi, Rafik. Pourquoi ? Parce que en fait, actuellement, t'as une autre émergence d'agents de joueurs qui sont au lieu des joueurs. Oui. Là, je parle des agents de joueurs qui commencent aussi à émerger sur la place NBA avec Monsieur Rich Paul. Monsieur Rich Paul, qui est l'agent justement de LeBron James, et qui font en sorte ensemble avec leur congrégation d'équipes là, entre Maverick Carter, toute l'équipe James en question, à ce que les joueurs puissent récupérer leur place. Donc quand on voit le montant des contrats de certains joueurs moyens NBA, KCP, Kentavious Caldwell-Pope, moi je suis désolé, pour moi c'est pas un joueur de très très bon niveau, un bagarreur, mais qui est un joueur moyen de moyen. Ça se passe plutôt bien pour lui, bien qu'il ait des contrats courts. Parce que ça aussi, il faut en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de contrats courts qu'on donne aux joueurs NBA, mais avec des chiffres qui sont quand même très, très, très intéressants. Donc, dans l'exemple que tu dis là, c'est vrai. Mais parce que dans la NBA d'aujourd'hui, on donne des contrats courts à des joueurs moyens, mais parce qu'on va surtout chercher des soldats pour accompagner des superstars. Et le meilleur exemple, c'est par exemple ce qu'ils ont monté les Lakers cet été, en allant chercher Anthony Davis et en dégageant tous leurs jeunes pour finalement récupérer Anthony Davis, mais surtout beaucoup de contrats courts autour, parce qu'ils vont chercher des soldats. Et la NBA tend de plus en plus à faire ça, à savoir réunir, vraiment faire un super duo, voire un trio, et ensuite avoir plein de soldats avec des contrats courts qui peuvent changer chaque année. Et le début de ça, c'est le hit. Les Heatles de LeBron, Bosh, Wade, tout à fait. Où tu as eu ce trio, et ensuite moi je sais pas. T'avais quand même du Mike Miller qui arrivait de temps en temps, du Ray Allen qui arrivait. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment les premiers où il y avait un trio qui restait là, et après plein de joueurs qui changeaient chaque année. Je sais pas si c'est la NBA qui veut ça, mais c'est aussi les joueurs qui veulent une bague, parce qu'on a sacraliser la bague en fait, c'est vraiment c'est-à-dire si t'as une bague, ta carrière tu peux prétendre au Hall of Fame, ta carrière est réussie. C'est que vraiment pour moi la bague NBA a pris trop de place a pris beaucoup plus de place sur des valeurs de fidélité dans une franchise. En fait, quelqu'un qui ne va pas gagner de titre NBA, vraiment il a presque aucune chance d'aller au Hall of Fame. On le récompensera jamais une fidélité à une franchise en fait. Damian Lillard justement est très bien dans cet exemple-là, parce que lui il a dit il y a pas longtemps que s'il ne gagnait pas de bague avec les Blazers, ça serait dommageable pour lui, mais c'est pas quelque chose qui va vraiment le marquer. Et en effet là-dessus je le suis totalement, parce qu'on a des exemples de joueurs NBA qui n'ont pas gagné de bague, qui ont certes eu de très bons salaires, de très bonnes situations et consorts. On peut l'exemple de Allen Iverson. Oui. Dans le modèle aujourd'hui, en effet, duo, trio, majeur, plus joueur soldat, il y a déjà eu les Celtics de Boston en 2007, en tradant beaucoup de jeunes pour Kevin Garnett et Glenn Davis avec les Celtics, avec les Sonics. Tout à fait. Et avec Glenn Davis, qui est venu justement du trade trio NBA formé par les Celtics en gagnant le titre, était 2008, tu t'en souviens très bien. Hein, malheureusement. Et, ce modèle-là, on fait en sorte justement de pouvoir le mettre en place en NBA, et quelque part, ça arrange aussi les propriétaires. Ça arrange les propriétaires d'avoir ces soldats-là autour de gros leaders. Maintenant, la seule contrainte, c'est la précarité des joueurs NBA. Il faut également qu'on en parle. Regarde aujourd'hui, par exemple, la situation de Carmelo Anthony. C'est totalement différent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'arrive plus à trouver une franchise. C'est quand même, enfin, à chaque fois, en le coupant, il a été coupé dans chacune des franchises où il a été. Mais pourquoi ? Et aujourd'hui,
Aujourd'hui, ce mec-là, c'est quand même un super joueur qui a marqué les joueurs les années 2000 et pourtant, il est sur le carreau, au chômage. Mais pourquoi il est sur le carreau ? Parce qu'il a plus le niveau. Il n'a plus le niveau physiquement, il est cuit. Il a un ventre, ce mec. Non, il faut en parler. Ce mec-là ne s'est plus mis au niveau physiquement sur le terrain. Défensivement, il ne faisait rien. Oui, mais offensivement, quoi qu'on dise, c'est quand même un vrai apport. Au Knicks, pendant des années, il s'est même plaint. Parce que là, c'est la petite aparté, Anthony. Défensivement, non. Je suis désolé. Il a gagné beaucoup d'argent. Les Nuggets sont beaucoup misés sur lui, sans compter les Knicks après. Non, pour moi, c'est pas le bon argument pour moi. De toute façon, pour rester au très haut niveau, il avait pas l'hygiène de vie. Non, mais pour 6e homme aujourd'hui, il a largement la place en NBA. Je crois pas. Enfin, on a vu ce qu'il a fait. Enfin, son passage au OKC, il est pas fou, un peu contrarié parce que le problème c'est qu'il s'est vu en tant que titulaire. Mais bon, ok, en tout cas. Il n'accepte pas cette place de 6e homme. Ça, je suis d'accord. Il l'acceptera aujourd'hui, mais il n'a pas accepté à l'époque, ça c'est sûr. Mais Damas, l'équation est plus difficile que ça. Tu sais très bien qu'il faut. Et aussi, les franchises doivent être protégées. Je t'ai dit, les petits marchés, ils ont besoin d'être protégés. Tu me dis, il y a une émergence de joueurs qui fidèles à sa franchise, mais c'est trop peu. C'est vraiment trop peu. Oui, c'est beaucoup trop peu. Mais pourquoi ? Parce que ces franchises-là, on parle que du système NBA. Ces franchises-là et ces propriétaires de franchises ne sont pas que propriétaires de leur club NBA, mais également de la force immobilière de leur ville et de la puissance économique de leur ville. Donc, quand les joueurs NBA à qui on fournit de très gros contrats, cet argent qu'ils vont dépenser, ça va encore revenir aux mains de leurs propriétaires. Donc certes, et c'est de ça justement dont LeBron James et Rich Paul se débattent, et là-dessus je suis d'accord avec eux et pas sur tout, mais là-dessus ils ont raison. C'est pour ça que justement ils demandent à ce que les propriétaires puissent lâcher du lest et également des petits marchés. C'est vrai que ces petits marchés-là comparés aux gros marchés NBA sont beaucoup plus moindres en termes de force, et pas de souci là-dessus. LeBron, quand il était à Cleveland, parce que Cleveland c'est un petit marché, Cleveland. LeBron, quand il était à Cleveland, économiquement, ce qui rapporte à Cleveland, c'est incroyable parce que Cleveland, c'est une ville un peu. Cleveland, on le place maintenant sur la carte des États-Unis. Oui, seulement grâce à LeBron. Grâce à LeBron. Donc, mais c'est comme la franchise des Bulls avec Michael Jordan. La franchise des Bulls avant Jordan, c'est une franchise qui n'existe pas. Et puis finalement, après Jordan, elle n'a plus existé non plus. Messieurs, s'il vous plaît, par rapport à Cleveland, c'est là le problème également des franchises NBA. On parle beaucoup des joueurs, mais Cleveland aurait dû grandir avec LeBron James pour avoir une force institutionnelle que n'a pas eu LeBron James. Tim Duncan, pourquoi il est resté autant de temps chez les Spurs, qui est une ville moins attractive que Cleveland ? Non, d'accord. Oui. Parce que les Spurs ont réussi à bâtir une force institutionnelle où Tim Duncan s'est également plié. Ce qui n'a pas été le cas chez LeBron James. Il a ouvert plusieurs fois sa bouche. Cleveland n'a pas parlé. Et ils ont commencé à se plaindre quand il a commencé à partir en 2010 en brûlant son maillot. Mais vous prenez pour qui ? Pendant 7 ans, il vous a porté, vous n'avez rien fait, et maintenant bluff, ah non, on va récupérer du pouvoir. Mais non, mais arrêtez les cocos, arrêtez. Donc, pourtant, on tend vers quel type de NBA là ? Pardon ? Pour vous, on tend vers quel là, type de NBA ? Actuellement, en tout cas après la Free Agency 2019 qui a été absolument dingue et qui est en cours, mais disons l'été 2019 qui a été historique, je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est le pouvoir des joueurs. Et c'est à l'image de ce qu'a fait par exemple les Brooklyn Nets, je suis bien placé pour le savoir. Les joueurs, clairement, pourquoi est-ce qu'ils sont allés aux Nets ? Parce qu'ils voulaient jouer entre potes. C'est le désir des joueurs avant ceux des franchises, et c'est un peu, aujourd'hui, ils veulent renverser la table et dire, ok, maintenant c'est nous qui décidons. Aujourd'hui, Kevin Durant, Kyrie Irving et DeAndre Jordan, ils se sont dit, ok, bon les mecs, on veut jouer tous les trois ensemble, on va où ? Il y a les Knicks, il y a un truc, ok, on va aux Nets parce que c'est une bonne franchise, ça travaille bien, c'est New York, c'est un gros marché, et on tend plus en plus à ça. Et par exemple, même avec Anthony Davis qui va aux Lakers, c'est pareil. Le trade le plus incroyable, évidemment, celui de Kawhi Leonard, qui, sorti d'un chapeau, ramène Paul George de Casey. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit, j'ai besoin d'un lieutenant. On peut parler de Jerry West qui fait un travail exceptionnel depuis plus de 20 ans. Évidemment, bien sûr, Jerry West qui est peut-être sûrement même le plus grand dirigeant de l'histoire de la NBA. Il fait partie des plus grands en tout cas. Le travail encore qu'il fait aux Clippers c'est exceptionnel. Et à l'image de ce qu'a fait Kawhi Leonard en amenant Paul George dans sa franchise, ça montre qu'aujourd'hui les joueurs prennent le pouvoir et ils veulent le garder en tout cas, et ils font tout pour le garder. Pour te suivre Joe, moi je considérais qu'aujourd'hui la NBA va tend vers une image courageuse de la part des joueurs qui prennent des positions, certes au niveau des contrats NBA, mais pas uniquement, c'est même au niveau du merchandising, même au niveau du pouvoir économique, où on voit beaucoup de gens qui commencent à investir, à montrer des fonds d'investissement pour investir dans le et même leur annonce de leur transfert. Est-ce que Danny Granger a un fonds d'investissement ?
un fonds d'investissement immobilier. Sans compter que lui, parce que Rudy Gobert, qui est plus proche de nous en tant que Français, a investi dans du e-sport il y a pas longtemps. Non, mais même dans leur annonce de leur transfert, tu vois qu'aujourd'hui les joueurs ils développent leurs propres médias, donc ils veulent être de plus en plus indépendants. En fait. Il y a une force au niveau des joueurs qui commencent à se réveiller sous l'impulsion de LeBron James et de Rich Paul. Hein. Il faut également parler de ça parce que là-dessus il insiste beaucoup. Donc on tend vers une NBA à domination de joueurs. Dans quelle seule la réponse des propriétaires? Ils continuent à se faire des marches exceptionnelles, mais le problème c'est que ces marches diminuent. Donc attention.